Nous poursuivons notre itinéraire en vue de comprendre le circuit alimentaire européen et ses évolutions en cours. Dans le premier épisode, j'ai essayé de caractériser les différentes contraintes qui pèsent sur les agriculteurs européens et sur la filière agricole. Dans cette vidéo, je souhaite montrer comment la promotion de l'agriculture biologique, du bio, en Europe, devient finalement un auxiliaire de la généralisation du recours aux manipulations génétiques et aux ressources de l'industrie, donc à l'omniprésence du laboratoire comme de l'usine, soi-disant pour la défense de la nature et de l'environnement. C'est en réalité le fruit d'un processus logique, d'un mouvement rationnel, d'une nécessité par laquelle s'opère ce renversement, où, au motif du respect de la nature et de la planète, on bascule vers l'antinature la plus débridée. Alors, pour que les choses soient claires, j'ai bien conscience de ce que ces éléments sont extrêmement complexes et je n'ai absolument aucune prétention d'expert. Je me borne simplement, par le raisonnement, à analyser les évolutions et à tenter de mesurer les conséquences pratiques des orientations retenues par la structure européenne. Et en l'espèce, pour tout dire, je crois que la vision de base du public quant à la posture de l'Union européenne sur le sujet, cette vision est faussée par deux éléments. D'une part, la promotion de l'agriculture biologique. Je rappelle que les dernières dispositions européennes prévoient une multiplication par 4 des surfaces avec label bio d'ici 2030, donc pour atteindre théoriquement 25% des terres cultivées d'Europe, un quart des terres cultivées d'Europe. Donc ça c'est le premier point, la promotion de l'agriculture biologique. Et d'autre part, en raison de la réglementation de 2001 sur les OGM, avec cette idée que l'Union européenne serait un rempart contre les manipulations génétiques, ces fameux et décriés OGM. Alors la conjonction des deux, promotion du bio et réglementation anti-OGM, donne une image très favorable de l'institution, très flatteuse, mais qui occulte en fait l'essentiel. En fait, la situation est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. La plupart des OGM autorisés à la culture en Europe concernent les fleurs, principalement du fait de l'industrie hollandaise. Et effectivement, en produits strictement alimentaires, à l'heure actuelle, seul le maïs Mon 810, Monsanto 810, aujourd'hui c'est la firme Bayer, Monsanto a été racheté par la firme Bayer, donc seul ce maïs Monsanto de 810 est autorisé à la culture en Europe. Une culture d'ailleurs très peu pratiquée, uniquement en Espagne et au Portugal. Peu pratiquée certes, mais dont la première autorisation qui est arrivée à échéance en 2017 a quand même été redemandée et renouvelée pour 10 ans jusqu'en 2027. Mais bon, on pourrait donc imaginer que le problème OGM est parfaitement circonscrit en Europe et que le consommateur se trouve ainsi totalement à l'abri. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Je crois que c'est une précision d'autant plus utile à faire que le public l'ignore certainement. La réglementation européenne autorise une bonne centaine de variétés OGM à l'import, au négoce et à l'usage sur territoire européen, notamment en alimentation animale où ils passent largement inaperçus. Il s'agit principalement de maïs, de soja, de colza, de betteraves sucrières et de pommes de terre. Alors pourquoi ces OGM passent inaperçus? Tout simplement parce que la réglementation de 2003 use d'un artifice de langage en opérant une distinction entre produits à partir d'un OGM, qui rentre dans la réglementation, et produits à l'aide d'un OGM, qui n'y rentre pas. Alors, vous allez me dire, à partir d'eux, à l'aide d'eux, on chipote. Oui, mais non, parce qu'il y a une conséquence très concrète. À partir d'eux, c'est l'utilisation directe de l'OGM en tant que produit. Alors qu'avec à l'aide d'eux, il s'agit d'une utilisation indirecte des OGM, par exemple lorsqu'un animal est nourri ou soigné avec des OGM.
mais dont la viande, le lait ou les œufs, en définitive, échapperont par ce biais à la réglementation OGM. Il n'y aura ni autorisation, ni étiquetage, ni suivi, ni aucune signalétique de quelque ordre que ce soit pour le consommateur. C'est extraordinaire, non? On admire la précision lexicale des juristes. Parce qu'en réalité, la réglementation qui est censée faire office de barrage anti-OGM prévoit, dès son origine, une déviation large comme un boulevard pour pouvoir être contournée. On peut donc, au final, gaver d'OGM le bétail, le cheptel, les troupeaux européens, la viande, le lait et les œufs qui en seront issus n'en porteront pas trace pour le consommateur. Nous sommes donc tous des Monsieur Jourdain du génie génétique et nous pratiquons l'OGM sans le savoir. Oui, c'est exact. Cela fait déjà un moment que l'institution tourne autour du pot en évoquant, je cite, des nouvelles techniques innovantes dans l'amélioration de la durabilité du système alimentaire. Des nouvelles techniques innovantes dans l'amélioration de la durabilité du système alimentaire. Alors là, reviennent en mémoire les éléments que je signalais la dernière fois, à savoir tout le poids écologique, toute la critique et le fardeau de l'agriculture. L'agriculture forte consommatrice d'eau, source de pollution avec ses engrais, ses herbicides et ses produits phytosanitaires, l'agriculture fragile par rapport aux irrégularités météorologiques qu'on transmute en conséquence d'un dérèglement climatique, etc., etc. Au nom des objectifs environnementaux, au nom de l'économie de la ressource hydrique, de la réduction de l'emploi des engrais et autres produits, afin de maintenir, voire d'augmenter les rendements, ce qui est rendu inaccessible par la multiplication des surfaces bio, eh bien, il ne faut pas hésiter à recourir à des solutions technologiques. Et on comprend le principe. Si la science était en mesure de nous fournir un produit ou une méthode miracle, ce serait une véritable bénédiction. On reconnaît là la tentation positiviste, ou plutôt faustienne, pour ce que la FAO, l'organisme dépendant des Nations Unies, de l'ONU, consacré à l'alimentation et la faim dans le monde, ce que la FAO désigne sous le concept opportun d'une intensification durable. Encore une formule sans doute suggérée par quelques géants de l'agro-business ou par ces lobbies qui s'expriment dans ces instances internationales avec encore plus de facilité que dans l'Union européenne, ce qui n'est pas peu dire. Bref, on retrouve là le même type de promotion préparatoire comme à la fin du siècle dernier lorsqu'il s'agissait de lancer les OGM. Souvenez-vous, c'était alors des semences miracles de plantes qui allaient intégrer l'herbicide dans leur propre génome et offrir de meilleurs rendements sans nécessiter l'ajout d'autres produits. Bon, maintenant on connaît la suite. Eh bien ici, nous sommes dans des argumentaires de la même veine, pour promouvoir de nouveaux végétaux de laboratoire qui devraient en fait largement échapper à la réglementation OGM. C'est dans tous les cas ce qui est bien engagé. Alors comment s'y prend-on? Encore une fois, avec des sophismes, par des artifices de langage. Non, nous dira-t-on, les végétaux NTG ne sont pas des plantes transgéniques, mais des équivalents à ce qui pourrait être obtenu par sélection variétale, c'est-à-dire par le travail humain classique. Il ne s'agirait là que d'un simple coup de pouce qui est donné, un petit coup d'accélérateur humain, donné à des procédés de mutation aléatoires entièrement naturels. Et d'ailleurs, l'Union européenne s'emploie à évacuer, à escamoter toute référence à la science génétique. Je cite dans le livre L'individu dans l'Europe promise, que vous connaissez, une récente résolution du Parlement européen daté de juin 2023, qui invite, j'ai le texte sous les yeux, à sensibiliser le public aux différences entre les plantes transgéniques, c'est-à-dire les OGM, et les nouvelles méthodes de sélection. Et vous voyez que le terme même de NTG est absent. En fait, on tente de faire assimiler les NTG à de la sélection variétale naturelle, une technique rassurante qu'effectivement l'homme pratique depuis des millénaires, depuis qu'il est agriculteur.
Sauf qu'en l'espèce, il s'agit bien de modifications artificielles du génome, par génie génétique. Jusqu'à 20 modifications admises pour la première classe de NTG qui devrait échapper à la réglementation OGM. Ça fait beaucoup de sigles, mais enfin je crois que vous comprenez. Qui certes, donc ce sont des modifications artificielles qui certes, dans l'absolu, pourraient survenir spontanément, mais uniquement dans l'absolu, parce qu'il s'agit de probabilités d'issue d'ordre infinitésimal et sur des horizons de temps infinis. Il s'agit donc bien d'une manipulation technique. Et comme un gène ne s'exprime pas en autarcie, mais dans un ensemble d'une complexité dont l'homme n'a pas la maîtrise complète, en dépit des présomptions, eh bien ces réalisations doivent être assorties de toute une série d'interrogations légitimes qui concernent des catégories de risques déjà signalées par plusieurs agences de sécurité sanitaire. Quid des modifications non intentionnelles, on pourrait dire des modifications collatérales du génome? Quid d'éventuels problèmes nutritionnels à venir et non encore aperçus en matière de toxicité ou d'allergénicité? Ou encore de risques purement environnementaux comme ceux portés par les flux de gènes vers d'autres populations végétales qui seraient compatibles, etc., etc. Tout cela, visiblement l'institution est prête à le balayer d'un revers de la main parce que décidément la pression climatique est trop urgente et l'envie d'accroître les rendements trop forte. Alors les végétaux NTG de catégorie 1, ceux pour lesquels on tolère jusqu'à 20 modifications du génome, qui est quand même considérable, seront donc considérés comme entièrement naturels. Et à ce titre, ne bénéficieront d'aucune signalétique distinctive, ni d'aucun suivi. Il semble que sont déjà prêts au lancement, les spécimens pour au moins 4 catégories de cultures. Les tomates, les carottes, le froment, le blé tendre et la vigne. Et en la matière, les nouvelles techniques génomiques feraient même mieux que le bio, puisque les textes officiels que je cite dans le livre vont jusqu'à, accrochez-vous, vont jusqu'à anticiper des économies de gasoil pour les tracteurs, de fuel pour les tracteurs. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que les nouvelles venues permettraient de se passer du désherbage mécanique. Or, ce désherbage mécanique était déjà le progrès du bio par rapport à l'agriculture conventionnelle et à l'usage de défoliants chimiques et d'autres produits de synthèse. Donc on mesure bien à quel point dans la gradation ces NTG ont le vent en poupe et vont arriver très prochainement. Voilà, j'espère que ces quelques précisions seront utiles et permettront de mieux saisir la posture européenne sur ces sujets qui sont à l'articulation entre l'agriculture et l'alimentation, entre l'agriculture et la nutrition. Ce sera un plus gros morceau puisque nous passerons vraiment à table et parlerons concrètement de nourriture avec un double titre qui se veut explicite, la malbouffe triomphante et l'idéal de station orbitale. Ça, c'est pour la prochaine fois. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Europhilo pour notre prochaine discussion sur le sujet. D'ici là, comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien et surtout, soyez vigilants.